Oui, c'est un livre qui est paru il y a seulement 2 ans, je pense. Ça rentre dans le cadre de ce que je fais à propos du pragmatisme, mais un pragmatisme qui est va plutôt vers la philosophie du processus que vers les théories de l'utilité. Et comme vous verrez, je ne pars pas d'un tel concept comme l'utilité, c'est plutôt la créativité. C'était un peu un accident que j'ai commencé à travailler sur l'animal. J'avais pas l'intention de le faire. C'était pas par manque d'intérêt, c'était presque plutôt le contraire. C'était quelque chose de si proche, si intense dans ma vie, que je n'arrivais pas à une manière de vraiment intégrer ça dans un cadre académique et professionnel. Et puis j'ai reçu une invitation de faire quelque chose sur l'animalité chez Deleuze et Guattari pour une revue en France. Et ça a déclenché tout un processus qui a mené à l'écriture de ce livre. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que j'avais pendant toute ma vie un rapport très très intense avec l'animal depuis la petite enfance, où l'animal pour moi était toujours un refuge hors de l'humain. Et je pensais en ces termes, même à l'âge de 9 ans, 10 ans, même avant, qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas accepter dans la manière dont les humains, c'était surtout les adultes à l'époque, imposaient certains modèles de comportement qui ne tenaient pas compte de la complexité de situation, de leur singularité, de ce qui vraiment mobilise l'imagination et la créativité, plutôt, mais des limitations sur ça. Donc, faire l'animal, c'était ce refuge vers la créativité pour moi, contre, j'étais un peu misanthrope à l'époque, donc je le mettais comme dans une alternative. C'est d'être humain le temps pour faire l'animal, devenir animal. Et puis ce rapport intense avec l'animal m'a suivi toute la vie. Il y avait toujours quelque chose qui m'attirait, quelque chose qui était vraiment au centre de mes préoccupations. Donc, quand je me suis mis à travailler sur l'animalité, c'était un peu difficile pour trouver comme un angle d'approche, c'était un peu difficile. Je voulais parler de la politique par rapport à l'animal, parce que l'animalité, pour moi, cette fuite vers l'animalité était toujours pour moi, même dans l'enfance, un certain acte politique de refus de cadre normatif de comportement. Donc je voulais parler de la politique animale, mais ériger l'animal en modèle, ce serait simplement répéter le même geste d'imposer comme un cadre normatif, simplement l'inverse. Mettre l'animal dans l'opposition avec l'humain, encore une fois, ça reproduit le même geste, mais de l'autre côté en faisant une frontière nette de démarquage entre les deux domaines. Donc ces alternatives n'étaient pas ouvertes pour moi. Et non plus l'alternative de jouir d'une certaine métaphoricité de l'animal, parce que ces expériences étaient bien réelles et je voulais
trouver une façon de parler de la politique par rapport à l'animal, mais en reconnectant aussi littéralement que possible aux puissances animales. Donc c'est un angle très particulier parce que d'habitude parce que c'est approcher le sujet de l'animal du côté d'une certaine créativité. D'habitude, c'est le contraire, c'est l'adaptation. Dans la théorie évolutionnaire, on parle de l'exigence, de l'impératif, de l'adaptation, la sélection naturelle. On parle de l'utilité des comportements en fonction de la sélection. On ne parle pas vraiment de créativité parce que la créativité est rejetée vers le hasard, le surgissement aléatoire de mutation, qui n'a pas de directionnalité, pas d'orientation, il n'y a pas de passion associée à ça, c'est simplement un coup de hasard ponctuel qui donne lieu à une variation, et puis la variation est soumise à la sélection naturelle. Ça doit être adaptif, ça doit se normaliser, ça doit s'adapter au cadre normal. Donc il y a toute une pensée néo-darwinienne basée sur ça, qui a eu presque le monopole sur la pensée de l'évolution, dans les termes que je préférais utiliser, la question de la source des variations dans le monde et dans la nature. Donc le problème, c'est la créativité. Ça veut dire retrouver une capacité créatrice chez les animaux. Ça concerne l'émergence du nouveau. Et puis, à partir de ça, je vais, juste pour commencer de manière schématique, générer des mots clés qui peuvent servir de repères. Et puis après, je peux, si j'ai le temps, je veux donner des exemples qui mettent en scène ces mots clés, mais au moins, je peux, de manière un peu abstraite, vous donner un survol sur le territoire théorique et philosophique que je veux habiter avec cette question. Donc, l'émergence du nouveau. La première chose que cette focalisation fait, c'est que c'est impossible de trouver le principe de la créativité dans une forme particulière, discrète, déjà donnée, empiriquement définie, parce que s'il y a une émergence du nouveau, c'est parce qu'il y a eu potentialité non actualisée dans la forme existante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse déjà la forme empirique dans l'empirique. Ça veut dire que cette forme, d'une certaine manière, est abstraite par rapport à elle-même, parce qu'il y a cet autre élément de sa potentialité d'être différent qui l'habite. Donc, quand on parle de l'émergence, de la créativité en termes d'émergence, on est dans un mouvement qui transite, qui passe à travers les formes. Donc, ça concerne la transition d'une forme de vie, d'un mode d'existence à une autre. Donc, passage de la nature transindividuelle. Ça a affaire d'emblée à l'abstraction, parce que une émergence, ça dépasse ce qui est contenu dans une forme. Le mode de réalité d'une potentialité, c'est abstrait. C'est quelque chose qui est réel, mais pas actuel. C'est le non actuel. La présence de quelque chose de non actuel, c'est une abstraction.
opérer dans ce registre, c'est, on peut dire, penser. Donc, on va être obligé de trouver l'abstraction et la pensée, même, jusque dans l'animal le plus, soi-disant, simple. Ça veut dire qu'on trouve des anticipations de ce que nous reconnaissons comme la pensée chez nous, déjà dans les autres animaux, un autre degré de puissance, avec d'autres capacités, et puis tout un continuum de degrés de cette capacité qui continue jusqu'à nous et nous inclut. Donc, c'est une façon de nous mettre en tant qu'humains sur le même continuum avec l'animal, d'une manière où il n'y a pas de point de démarquage, de frontières nettes entre les différents degrés. On retrouve partout des degrés des mêmes capacités. Il faut pousser cette logique à la limite, qui est une logique de l'inclusion mutuelle des différences sur un continuum de variation. Donc, abstraction, une forme aussi, multiplicité, à une autre, à l'intérieur d'une même vie individuelle. On a multiplié la forme de l'individuel de l'intérieur. Ça veut dire, dans le courant d'une même vie, il se trouve une multiplicité, et à chaque pas, à chaque étape, il y a déjà préfiguration des variations qui vont venir, plus ou moins vaguement, mais il y a coexistence de différentes versions en potentialité, en puissance. Donc une collectivité d'une vie. Donc et puis, si on parle du passage de forme nouvelle d'une vie individuelle à une autre vie individuelle, encore une fois, on retrouve cette multiplicité, cette série de variations qui s'emboîtent, qui se préfigurent et reprennent l'une l'autre, mais sur un niveau trans-individuel. Donc, on a en même temps un rapport de l'individu à lui-même et un rapport entre les individus qui tournent autour du même pivot de la génération d'une forme nouvelle. Donc, quand on parle de collectivité, transindividualité, on est sur un terrain qui est déjà, au moins, comme le politique, qui est proto-politique. Mais pas encore la politique, c'est-à-dire les formations constituées de gouvernement d'une collectivité, mais qui sont des manières d'être collectives, encore une fois, qu'on retrouve partout sur le continuum de la nature. Et puisque ça a affaire à l'invention ou l'émergence de formes nouvelles qualitativement différentes, il y a comme un soupçon de l'esthétique dans cette proto-politique. Donc on est à la recherche d'une politique esthétique. Donc ça articule la question en termes de mouvement. Étymologiquement, animal, c'est l'animé, l'animation, ce qui s'auto-meut, c'est de l'automouvement. Donc c'est une manière de penser l'animal à partir du mouvement au lieu d'à partir de la fonction ou de la forme. Et le mouvement est déjà compris comme pas simplement déplacement dans l'espace, mais transformation qualitative. Ok. Donc ça, je voulais dire qu'il s'agit d'une certaine construction d'un continuum où l'humain se trouve replacé sur ce continuum sans ligne de partage stricte. Donc,
informés par, emportés par les mêmes mouvements qui le traversent l'humain, qui a déjà traversé les autres animaux. Donc, il s'agit de repenser non seulement l'animal en termes de ses préfigurations de capacités qu'on pense d'habitude être limitées aux êtres humains, mais aussi de penser l'humain en fonction de sa propre animalité, d'essayer de prendre au sérieux qu'il y a une animalité de l'être humain et qu'on peut, avec un peu de créativité, fonder certains préceptes politiques sur ça. Et ça continue aussi parce que s'il y a un continuum qui avance par degrés vers, mais sans partage, sans ligne de démarcation stricte vers l'humain, c'est sûr que ce mouvement ne va pas s'arrêter avec l'humain. L'évolution continue. Donc, ça pose en même temps que le problème du rapport homme-animal, le rapport de l'humain à son propre dépassement, à son futur. Donc, à ce que beaucoup de gens décrivent comme le post-humain. Mais cette étiquette ne me plaît pas parce que, encore une fois, ça suppose qu'on peut comme donner une liste de caractéristiques qui sont humaines, qui vont être dépassées, et puis on passe à une autre liste, comme si tout ça était fixe et en des paquets discrets. Mais si on a déjà mis tout sur le continuum, il n'y a pas de paquet discret comme ça. Les caractéristiques se distribuent, se partagent avec variation, avec différence. C'est un modèle différentiel. Donc c'est moins comme une ère post-humain après l'humain, qui suppose que l'humain est venu après l'animal, mais bien sûr coexistence et d'une certaine manière une formation mutuelle, une présupposition réciproque. Donc c'est plutôt l'idée qui vient de Nietzsche en particulier, qu'il y a dans l'animalité un mouvement vers l'autodépassement qui a mené à l'être humain et à une grande variété d'autres formes, qui va mener plus loin. Mais c'est en épousant ce mouvement de l'animalité qui traverse l'homme que l'être humain, va se dépasser. Donc c'est en se réanimalisant que l'homme devient. C'est pas simplement le passage vers une autre étape, une autre espèce, une autre forme discrète. C'est une continuation du même mouvement de créativité. Donc, si on dit quelque chose comme on prescrit à l'humain de réassumer son animalité, ça peut sonner mal si on pense à l'instinct. Donc le problème de l'instinct, ça s'impose. Donc la première tâche, c'est de repenser l'instinct, parce que c'est indéniable qu'il existe une telle chose. Et si l'humain est sur un continuum animal, et l'animalité est définie au moins en partie par l'instinct, c'est sûr que l'instinct se retrouve chez l'humain. Donc, on ne peut pas avoir peur de l'instinct, il faut en changer la figure.
l'instinct tel que compris d'habitude, c'est comme un réflexe stéréotypé qui se répète sans variation, sans créativité, sans pensée, et qui remplit une fonction préétablie. Donc c'est mettre l'instinct dans la boîte de la fonction et de l'automaticité sans penser. Donc la première tâche, c'est de repenser ça. Donc pour faire ça, se remonter à certains épisodes dans l'histoire de l'éthologie, la science du comportement animal. Et j'ai trouvé un épisode qui m'a beaucoup intéressé. Et il s'agissait exactement d'une tentative de dire exactement comment l'instinct marche en tant que réflexe. Ça veut dire réponse reliée de manière linéaire, directe à un stimuli. Donc, il y avait un éthologue qui s'appelait Tinbergen, un des fondateurs de l'éthologie, qui a étudié le goéland argenté. Et puis, il voulait comprendre, il a vu qu'il y avait un comportement de nourrissage où la mère avait sur le bec une petite tache rouge. Et puis le petit goéland donnait un coup de bec à la tache rouge, et puis ça déclenchait, aux yeux de l'éthologue, un comportement instinctuel. Si c'est instinctuel, si c'est stimulé, si c'est un rapport stimulus-réponse, donc ça doit être assez facile de décrire en quoi consiste le déclencheur. Parce que si l'instinct préexiste dans sa forme et sa fonction, le déclencheur préexiste dans sa forme et sa fonction. Donc il a commencé à créer des maquettes de la tête des goélands et puis de faire varier les éléments pour voir quels sont les éléments invariants qui déclenchent cet instinct préexistant. Et puis, mais il y avait un problème. Il n'a pas pu identifier un élément isolable. C'est une tache rouge, mais sous certaines conditions, une tache grise faisait la même chose. Exagération de la longueur du bec qui donnait lieu à une action plus vigoureuse de picorer. Et puis, donc, il a essayé d'étudier toutes les variations. Et puis, il s'est dit, peut-être c'est pas un élément, mais c'est une configuration. C'est comme un gestalt d'une figure contre un certain fond. Donc, il a fait des variations entre le fond et la figure. Et puis, il a fini par dire que c'est impossible. On ne peut pas isoler le déclencheur. Et pas seulement ça, le jeune goéland répondait le plus intensément aux maquettes qui étaient le moins naturalistes, qui conformaient le moins à la forme vraie de la tête du goéland. Donc il se demandait qu'est-ce qui se passait, et puis il s'est dit, ben, c'est pas un stimuli, c'est pas même un gestalt, mais c'est une configuration relationnelle où plus d'un élément est mis en variation en même temps et se déforme ensemble en bloc. Donc comme une fusion entre les différentes variables, mais fusion dynamique, comme si dans la vie du petit goéland, dans sa perception, il n'y avait pas seulement cette forme, mais comme dans cette forme, un dynamisme de variation sur la forme. Et c'est comme si c'est cette variation sur la forme que
l'oiseau voyait et auquel il réagissait. Donc, blocs relationnels en déformation où les éléments entraient en mouvement mutuel, réciproque les uns par rapport aux autres, les uns se prolongeant vers les autres, entraînant certains avec eux, juste un dynamisme relationnel. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'isoler quelque chose de discret comme un déclencheur fonctionnel, le goéland hallucinait une perception qui était créative parce que ça n'était pas limité par ce qui lui a été présenté. Ça dépassait ce qui lui a été présenté. Donc, il percevait directement la relation perceptive et le dynamisme de la perception. Et il poussait vers ce qui n'était pas naturel. Il poussait au-delà de ce qui a été donné naturellement. Okay? Donc il a inventé, Tinbergen, il a inventé une catégorie de stimuli qu'il a appelée les stimuli surnormaux. Donc, c'est au surnormal que le goéland répond, pas le normal. Et il a dit que c'est inexplicable dans le cadre de sa science de comprendre pourquoi c'est le cas et qu'est-ce qui se passe exactement, mais effectivement, quelque chose de surnormal se passe. Donc, j'ai adopté ce mot pour dire que ce mouvement créatif dont je parlais, c'est un mouvement, une tendance au surnormal. Ça veut dire une tendance à pousser plus loin que ce qui est donné, de dépasser le donné. Encore une fois, on peut se servir de ça, dépasser le donné, comme une définition de l'abstraction. Et c'est une abstraction qui est tout à fait vécue. C'est pas qu'il se retire dans le petit goéland et réfléchit sur le bec. Il fait un geste qui témoigne d'une perception de ce qui n'est pas présent, sauf en puissance. C'est comme une abstraction vécue, une pensée en acte. Donc, je me sers de ça pour dire que l'instinct a toujours une marge de manœuvre. C'est jamais simplement quelque chose de stéréotypé et fonctionnel, mais bien sûr, il faut qu'il soit ça aussi. Mais il y a comme une marge où l'instinct dépasse sa fonctionnalité vers la créativité, et il faut bien que ça soit le cas parce que s'il n'y avait pas de telle marge de manœuvre créative, il serait impossible que les instincts changent. Il faut qu'il y ait un principe de changement interne à l'instinct, ou bien cette répétition non pensée de la même forme, ça continuerait pour toujours. OK. Ou bien il y a une mutation. Mais s'il y a une génération de nouveautés qui n'est pas basée sur la mutation, mais sur ce lien désirant à la mise en variation de ce qui est présenté, ça peut aussi donner lieu à certaines formes qui peuvent être comme sédimentées, qui peuvent être ancrées dans la vie des animaux, qui peuvent exercer une certaine pression sélective. Donc, ce n'est pas une alternative à la théorie de la sélection naturelle, mais c'est plutôt un complément qui dit qu'il faut penser en même temps, il faut donner une certaine autonomie aux mouvements créatifs qui sont par la suite, après la création d'une nouveauté,
soumise aux impératifs de la fonctionnalité et de la sélection naturelle. Donc ça ouvre tout un domaine de créativité dans la nature. Une manière de dire que les animaux sont en train de penser à même leur acte, à même leur geste, qu'ils incarnent dans leur geste la pensée créative. De là, je me suis tourné vers le jeu animal pour continuer à penser, à développer cette pensée. Et dans l'étude du jeu animal, de plus en plus on dit que c'est pas simplement l'apprentissage. Ça c'est la théorie classique. Qu'il joue à faire quelque chose qui va avoir une fonction dans la vie adulte. Donc c'est une pratique, apprentissage, et ça mène au même résultat. Mais de plus en plus, ils disent qu'il y a une certaine impulsion vers le jeu qui dépasse cette fonction. Et on ne peut pas réduire le jeu animal à ça. Le jeu animal, ça se retrouve pas seulement chez les animaux dits supérieurs, mais aussi chez... on a dit même que ça existe chez les fourmis, chez les mollusques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus partagé qu'on avait pensé auparavant. Donc, le jeu animal, il y avait une étude très intéressante de Gregory Bateson sur le jeu animal, qui était vraiment génial. Il parlait, il s'agit encore une fois du loup, il parlait de petits loups, de louveteaux, qui jouaient ensemble et ils jouaient un jeu de combat. Et puis il a dit qu'il y a toujours un geste qui précipite les animaux dans le jeu. C'est comme un déclencheur. Mais dès que le geste est exécuté, il y a comme un changement de statut. La situation qui a été une situation normale de tous les jours se transforme en situation de jeu. Les deux animaux sont emportés ensemble en même temps, immédiatement, dans ce nouveau domaine. Donc, il y a comme un passage, une transformation immédiate qui opère un passage qui affecte plus d'un animal à la fois. Donc, c'est un geste à force transindividuelle. C'est performatif. Et puis, dans le jeu du combat, on fait des gestes qui sont comme les gestes du combat, mais s'ils sont trop comme les gestes du combat, ça devient un vrai combat et il peut y avoir des blessures. Donc, on fait de petites variations sur les mêmes gestes pour signaler que ce n'est pas un combat, ceci est un jeu. Et Bateson, il parlait de ça comme un méta-commentaire. Dans la manière dont je performe mon geste, je te dis, partenaire dans le jeu, qu'on entre dans cet autre domaine. Que ce n'est pas du combat, il ne faut pas se fâcher, il faut jouer. Donc, c'est comme dans le même geste, la même action, il y a deux registres. Ce que c'est, une morsure, ce que ce n'est pas, une morsure de combat. Donc, il dit que ce geste, ce petit différence stylistique qui fait cette différence entre les deux domaines, que ça veut dire, c'est une manière de dire sans le dire en mots, ce que nous faisons maintenant ce que nous faisons maintenant ne dénoterait pas ce que ça dénoterait dans une autre situation.
c'est une manière de tenir ensemble ce qu'on fait et un autre domaine de possibilités. On met dans un registre conditionnel ce qu'on met. C'est ça, et en même temps c'est autre chose. Ça fait quelque chose de déterminé, ça mord, mais en même temps ça ne mord pas parce que c'est dans le conditionnel. Donc c'est ces deux, et ça veut dire le conditionnel, c'est quelque chose qui signale une futurité. On a la possibilité, la potentialité d'être ensemble dans le jeu. On peut faire des choses qu'on ne fait pas normalement. Donc, une certaine réflexivité, le méta-commentaire, une mise en acte du conditionnel, ça veut dire une incarnation de la possibilité dans l'interaction entre les deux animaux. Un certain usage du futur, de la futurité dans la présent. Encore une fois, c'est une définition de l'abstraction. Donc toutes ces opérations sont des opérations langagières. Donc c'est un petit germe de langage dans le geste corporel. Ça crée les conditions pour le langage humain. Donc, Bateson, il dit que il faut retrouver ces antécédents du langage dans l'animal. On ne peut pas expliquer le langage par référence seul aux êtres humains. Le langage, c'est un héritage animal de l'humain. Donc, cette question de la fonctionnalité du jeu, c'est important parce que si c'est un apprentissage de formes qui sont instinctives mais doit être développé par la pratique, ça suppose un certain répertoire d'actions d'évasion ou de prédation. Et si un répertoire fonctionnel préexistant d'évasion, par exemple, ça va mener à la mort. Parce qu'un lièvre prévisible est un lièvre mort. Donc, pour servir même au combat dans la vie adulte, il faut qu'il y ait la même créativité, il faut improviser. Donc, le jeu, ce n'est pas la pratique à une forme d'évasion, c'est la pratique à l'improvisation des formes. C'est inventif. Donc, j'ai travaillé de très près ces exemples dans le livre. Et puis, j'essaie de penser à ce que ça peut nous dire à propos de la politique sans en extraire un modèle. Et il y a déjà certaines orientations, l'importance de l'abstraction, mais la compréhension de l'abstraction comme abstraction vécue. La mobilisation de gestes performatifs en situation relationnelle. Une certaine tendance à dépasser le donné qui peut emporter plus d'une personne, plus d'une espèce en même temps. Donc on est dans une certaine compréhension du politique comme performatif et transindividuel, qui est un domaine politique du transindividuel qui, dans le principe et la forme, est différente que la politique. L'inclusion mutuelle et ses négociations. Ça ne veut pas dire l'ironie,
parce que les rôles peuvent être tout à fait différents, prédateurs, aussi différents que prédateurs et proies. Mais l'idée, c'est qu'il y a des gestes performatifs, incarnés, qui mobilisent ce mouvement de créativité. J'ai oublié ce que je disais. Quel était le point de ça? L'inclusion mutuelle. Inclusion mutuelle, oui. Qui fait en sorte que les gens ou les entités, les êtres, les animaux agissent ensemble, mais peut-être de manière différente, comme dans une point contre point, comme dans une polyrythme, où le différent se rassemble sans que les éléments qui se rassemblent se ressemblent. Donc ça sépare la politique du principe de ressemblance, un étalon de l'être humain raisonnable. Ça le met sur un terrain d'immédiation au lieu de médiation. Et ça fait du politique quelque chose qui a affaire aux actes directement collectifs de nature performative. Donc on a vu dans les mouvements sociaux des dernières années beaucoup d'exemples de ce genre de politique, de gestes, de rassemblement. Je pense que je vais arrêter là-bas. Là.